Bonjour Nelson Montfort. Bonjour Jean. Vous avez donc, ici nous sommes à la 25e heure, à la librairie, une belle librairie d'ailleurs comme vous pouvez le voir. Et en même temps, il va y avoir la signature du livre de Patrick Tudoret, L'éternité montre en main. Ici présent. Ici présent, comme vous l'avez. Effectivement. J'ai eu la chance de découvrir ce livre sous forme de polycopié, un petit peu en exclusivité, en avance, et c'est pas pour faire plaisir à Patrick, mais je le dis comme je le pense. Il se trouve que ce livre m'accompagne depuis maintenant environ un mois et demi. Oui. J'adore les pensées qui y sont inscrites, que ce soit les siennes ou d'autres dont il s'inspire. Ce livre m'apporte beaucoup de bien. J'ai toujours été un grand amoureux des journaux, n'est-ce pas? Oui. Du journal, voilà. Au singulier. Et là, on retrouve tout ça, plus cette touche qui anime notre ami. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et de souhaiter toute la réussite du monde à la sortie de ce livre. J'ai d'autant moins hésité que ce livre, je pense l'avoir eu peut-être un petit peu avant, parce qu'il fait partie du Happy Few. En polycopié, peut-on dire. Et tout de suite, j'ai été vraiment captivé par ce livre qui est à la fois un journal de bord, un journal avec les phrases de Patrick, et puis également avec d'autres phrases qu'il reprend à des poètes, à des écrivains, à des artistes du monde entier. Il règle également quelques contes, et ça, j'en suis gentiment, avec beaucoup d'humour, mais ce qui doit être dit, écrit, est écrit. Et ce livre est un vrai bonheur. Franchement, j'ai absolument aucun intérêt à vous dire ça. Je le dis parce que je le pense. Ce livre est Tu ne touches pas de droit, il faut préciser. Je ne touche pas de droit. Ce livre est un vrai bonheur. Alors, l'éternité montre en main, je ne sais pas exactement combien de temps nous disposons, donc voilà, on va prendre le temps qu'il faut. Et naturellement, Patrick, alors, c'est loin d'être ton premier livre. Patrick, je vais pas, et après j'arrête. Pour parler une langue que Nelson connaît bien, je ne suis plus un spring chicken. Voilà, exactement. Ce qui se traduit par... Un perdreau de la mer en voilà, français, on va dire ça, exactement. Premier livre 1992. Exact, merci, bravo. Alors, pour les Napoléoniens, la gloire et la cendre, sur le retour des cendres de l'empereur, enfin bref, voilà. Patrick n'a certainement pas son lycée, mais celui-ci, peut-on dire, Patrick, c'est une forme d'écriture qui peut-être est une première. Oui, en effet, donc c'est un... Peut-être, cher président, si on peut mettre un petit peu plus fort, parce que je suis pas sûr que... Voilà, j'adore m'appeler président. C'est bon, oui. Il n'y a pas de retour, c'est normal que vous n'ayez pas de retour. D'accord, mais là vous entendez, donc c'est bon. D'accord. Nous on entend, l'idée c'est qu'il n'y ait pas d'écho. Bref, super. Et donc, donc en effet, je crois que un journal, dans tous les cas, c'est un genre majeur de la littérature. Aujourd'hui, c'est vrai que dans la société du spectacle, qui est la nôtre, c'est un genre qui est plus difficile à vendre, avec tous les guillemets qui s'y qu'un roman, par exemple, etc. Mais c'est un genre majeur qui a vraiment des lettres de noblesse et une grande ancienneté. Mais c'est surtout un livre de maturité. Évidemment, on se voit mal publier un journal, l'écrire, oui, peut-être, à 25 ans, commencer, mais le publier à 35 ans, ça paraît un petit peu présomptueux. Donc là, j'ai attendu quelques années, je suis encore très jeune, n'est-ce pas, mais puis il se trouve que voilà, la vie dicte son agenda, a ses propres injonctions. Il se trouve que beaucoup le savent, donc j'ai eu un petit pépin de santé l'an passé, je n'en suis pas sorti. Et donc là, il y a un moment, il y a une forme d'injonction, presque morale, à publier ce livre maintenant, qui est le premier volume. Il y a de quoi en faire 3 autres déjà, puisque là, le premier volume va à peu près de 2002 à 2015, pour ceux qui s'étonneraient éventuellement de ne pas s'y voir. Non, donc ça va jusqu'à 2015, et c'est vrai que à certains moments, il y a des choses qui n'apparaissent pas forcément, puisque en 2015, elles n'avaient pas eu lieu. Donc c'est un regard sur le monde, c'est un livre, on parle de journal intime, mais un journal, à partir du moment où il est publié, n'est plus intime, soyons clairs. Donc je n'aime pas dire journal intime, je dis journal, et je dis pour celui-là, peut-être même une sorte d'hybridation qu'on appellerait un carnal, c'est-à-dire un journal hybridé, matiné de carnet. C'est un peu ça en fait. C'est l'art du fragment, une écriture brève qui rappelle, mais ceux qui pour moi sont des maîtres absolus, qui sont les moralistes du 16e, surtout 17e, 18e siècle, et aujourd'hui 19e encore, Jules Renard étant un moraliste à sa manière lui aussi. C'est un mot qui fait peur parfois,
mais on parlait d'ironiste aussi au 19e siècle. Alors juste une petite incidente, je vais demander à Marguerite et Marie de nous rejoindre. Donc il y a certains qui les connaissent, beaucoup les connaissent. Juliette, Marie Lucignol, voilà. Marie Lucignol et Marguerite Leclerc, donc qui interprètent Juliette. Marie a créé le rôle et le joue bien souvent, et on en est à quasiment 110, 111 dates. Hein. On dirait deux sœurs, on se ressemble. Voilà, exactement. Il fallait, avant même le talent et qui est éclatant chez l'une comme chez l'autre, ça y est, elle rougit. Avant même le talent, il fallait qu'elles eussent la même taille. Pour entrer dans la robe, parce qu'au départ il n'y avait qu'une robe. Aujourd'hui il y en a deux. Vous montrez lequel Zus nous sommes dans la. Voilà. Ah, parce que Quel Zus. Alors je sais que tu apprécies beaucoup. Oui, absolument, nous sommes dans la dimension supérieure d'utilisation de la langue française. Nelson On ne peut pas en dire partout, depuis qu'il en soit partout de même. Et donc elles vont nous lire quelques extraits, voilà, l'une et l'autre, quelques extraits qu'elles auront choisis. Voilà. Donc un immense merci, ça me touche énormément d'être ce soir avec vous, avec Nelson, il le sait, et avec ces deux comédiennes qui enchantent vraiment ma Juliette. Alors Patrick, toi tu rends les gens heureux, contrairement à Jules Renard que tu citais à l'instant, il ne suffit pas d'être heureux, il faut encore que les autres ne le soient pas. C'est assez cynique, il faut le reconnaître. Oui, oui. C'est dans le livre. Absolument. Et c'est la. Alors, il y a plein de. J'ai pas besoin de le connaître, j'ai l'impression de le connaître vraiment assez bien. Il y a plein de références comme ça. Il y a des références douces amères. Il y avait un poster de Johan Cruyff et de Pelé peut-être, et d'Eusebio, etc. Mais en revanche, si vous cherchez Mbappé, etc., passez votre chemin. C'est un petit peu. C'est très éclectique. On en a parlé ensemble. Absolument. Alors pour parler de Jules Renard, bon, effectivement, Jules Renard que j'adore était quand même assez cynique, assez noir dans sa manière de voir les choses, mais avec un humour explosif, magnifique. Et il disait effectivement, il ne suffit pas d'être heureux, encore faut-il que les autres ne le soient pas. C'est terrible. Et le constat dans ma vie, et je le fais d'ailleurs avec un ami cher, je pense à lui ce soir aussi, Alain Caillé, le grand sociologue Alain Caillé, et bien nous, un jour, on s'est dit, nous, on est à l'inverse de cela. Nous, pour qu'on soit pleinement heureux, il faut que ceux qu'on aime soient heureux aussi. Et en fait, le bonheur des autres, la réussite des autres, le succès des autres, ne nous amenuisent pas, contrairement à ce que certains petits esprits pourraient penser. Au contraire, ils nous grandissent. Surtout ceux qu'on aime, voilà, ils nous grandissent. Donc, mais j'aime bien citer Jules Renard et certaines sentences qui sont, par exemple, on place ses éloges comme on place son argent afin qu'il nous soit rendu avec les intérêts. Je ne réponds pas d'avoir du goût, mais mes dégoûts, eux, sont très sûrs. Ça j'adore. Enfin bon, on pourrait aller très loin. C'est lui qui disait aussi, parce qu'il était un petit peu, allez, j'ose, hein, mais il était franchement un peu misogyne, et ceux qui liront mon livre, et tu l'as vu, c'est loin d'être mon cas, et au contraire, parce qu'il y a même de temps en temps des sorties assez vives sur les femmes et sur le statut qu'il aurait réservé encore dans certaines parties du monde. Et je pense avoir été toujours féministe, en fait, je m'en rends compte. Maintenant, j'ai toujours été profondément proche des femmes, et c'est comme ça que j'ai pu écrire d'ailleurs Juliette à la première personne, ce qui était assez osé, qu'un homme écrive un roman en se mettant à la place d'une femme. Et j'avais pris conseil auprès de certaines amies, certaines amies écrivaines notamment, et qui m'ont dit écoute, non, vraiment, on te fait confiance, parce qu'il y a une part un peu féminine aussi en toi, en tout cas une manière de sentir les choses, et non seulement je ne me récuse pas, mais j'entends le cultiver. Alors ensuite, pour évoquer effectivement Beckenbauer, Cruyff, parce qu'à un moment il y a une sortie sur le football qui me sort par les oreilles, par les yeux, etc. Et parce que en fait c'est une saillie un peu d'enfant trahi. Quand j'étais enfant, dans ma chambre, j'avais des posters avec Beckenbauer, Cruyff, Eusebio, tous les grands footballeurs de l'époque. Et j'étais fan de football, vraiment. J'ai joué au football, j'ai à peu près pratiqué tous les sports, y compris le tennis, jusqu'à, évidemment, pas à haut niveau, à être interviewé par Nelson. Mais en tout cas, j'ai fait des tournois, j'ai fait pas mal de tournois. Raphaël Nadal de la littérature. J'étais classé. Voilà un bon compliment. J'ai été classé, enfin voilà, bon, un joueur honorable, dira-t-on. Et donc, et en fait, l'enfant que j'étais a grandi, et ensuite il a vu ce qu'était devenu le football, et ça, Nelson, c'est le premier
à être clair là-dessus. Le football, c'est devenu une gigantesque pompe afrique à l'échelle planétaire, avec une espèce de pseudo-sacré délirant qui a lieu dans les stades. Donc, ça fait partie du monde. Voilà, le football qui se joue tous les dimanches avec des bénévoles qui vouent leur vie à socialiser des enfants, à leur apprendre des règles de la vie en société, les règles de ce sport, et ça c'est magnifique. C'est magnifique, tout simplement. Mais après, ce qu'on en a fait, les salaires complètement obscènes de certains joueurs, voilà. C'est pour ça que de temps en temps, j'épingle un petit peu, j'égratine, mais voilà, je ne pense pas que ce soit méchant, mais en tout cas, c'est clair et net. C'est également... Alors le patinage, non, je suis très mauvais dans les sports de glisse. Alors c'est également un journal de voyage, parce que tu fais allusion beaucoup à des pays visités, avec notamment l'Asie du Sud-Est, qui t'a à l'évidence beaucoup marqué. Oui, c'est vrai. Donc, l'éternité montre en main, c'est ces fragments d'éternité, ces furtifs moments d'éternité, pour continuer dans l'oxymore. Eh bien, on peut les trouver au coin de sa rue, on peut les trouver dans son jardin, et c'est ça qui est fabuleux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin. Il suffit d'une capacité, d'une aptitude à aller dans ses rêves, à aller le plus haut possible dans les rêves que l'on peut avoir. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de voyager pas mal, beaucoup même, et avec Catherine qui est là, ma femme, avec mes filles, nos filles. Et donc c'est vrai qu'il y a quelques passages où j'évoque ça. Alors dans ce volume, il est question, je crois, de Shanghai de la Chine, il est question de l'Indonésie, il y a les États-Unis aussi, la Floride, qui est à peu près contraire à mon métabolisme, mais j'aime toujours aller sur le terrain de l'ennemi pour comprendre l'ennemi. Et ce qui est fascinant d'ailleurs, c'est que même chez l'ennemi, c'est quand même un monde assez aseptisé. Tu voisines avec une biographie de Donald Trump, donc tu es en compagnie de, je ne sais pas si c'est l'ennemi, mais la comparaison s'arrête là. Mais en tout cas, et l'ennemi c'était, en l'occurrence Trump, on ne va pas entrer dans le débat, en tout cas ce n'est pas tout à fait ma tasse de thé en effet, mais c'est vrai que la Floride c'est quand même un monde aseptisé, hyper sécurisé, où la moyenne d'âge c'est quand même 95 ans, donc mais c'est très... Avec les lunettes un peu... C'est de l'ironie. Oui. Mais c'est vrai qu'on y trouve aussi des choses merveilleuses, notamment les Everglades, ce parc magnifique, les réserves indiennes, enfin, et puis la faune, la flore, enfin, c'est assez fabuleux. Et donc je vois des têtes connues de mes élèves à l'ESCP, on peut les applaudir. Les élèves à l'ESCP, c'est très sympa. Tu fais ça le compte, ce qui ne m'étonne pas. Et donc, oui. Non, alors on va procède, voilà, c'est ce que j'allais dire. Peut-être une première lecture sans... Alors, elles ne veulent pas de micro, et c'est tout à leur honneur. Elles sont comédiennes, donc elles envoient, comme on dit. Allez-y, je vous laisse. Alors, j'avoue que je me suis un petit peu baladée et j'ai eu du mal à choisir parce qu'en fait il y a... Parce que tout est bon, c'est comme dans le bonbon. Mais oui, mais il y a tellement de choses, tu pars dans tellement d'endroits. Donc là, je viens de tomber sur un petit passage délicieux qui parle d'un enfant avec une coccinelle, je ne sais pas si tu vois. Ah oui. Ce merveilleux mot d'enfant me revient en mémoire. J'avais 25 ans et enseignais en classe primaire. C'est quoi cette bête? Ça, une coccinelle. Regarde bien, elle sort ses ailes. Quelques minutes passent et la coccinelle, la même ou une autre, revient se poser sur l'épaule de l'enfant. Alors, tu te souviens du nom de cette bête? Je te l'ai dit tout à l'heure. Cogitation, contradiction de bouche, roulement d'yeux. En bref, d'intenses efforts soudainement couronnés. Ah oui, ça y est, je me rappelle! C'est une bête en costume d'aile. C'était effectivement quand j'avais même pas 25 ans, j'avais 20 ans et j'enseignais en primaire tout en poursuivant mes études. C'était la bête a vendu. Une expérience merveilleuse. Je vais du coup laisser Marguerite vous lire un deuxième petit extrait. Je sais pas, au début. Ouais. Allez, au début. Le tout début, ligne de commencement. Et une qui pite. Moi aussi pite. Pardon. Non, on veut les deux. Un ami cher, perdu,
mort à l'âge de Mozart. 35 ans et des vétilles, trop jeune, trop tôt. Ce qui suit pourrait être une lettre écrite au compte-gouttes à un ami perdu. À tous ceux qui me manquent et peuplent encore mes nuits. Cela pourrait être beaucoup de choses, à commencer par moi. Mes errances paniques, mes désirs incertains ou si sûrs, au contraire, qu'ils me déchirent le ventre. Les fragments d'une vie, si brève, si pleine, si prompte à se perdre. Pas mal d'années maintenant que Roger-Pierre Lagrange s'est fait la belle, emportant avec lui tout un pan de moi-même, le meilleur peut-être. Ces longues nuits d'errance où nous avons sans doute, entre deux verres boiteux, approché l'essentiel. Merci. Cette amie perdue, donc à l'âge de 35 ans, j'avais 35 ans aussi. Et donc ça a été pour moi une véritable déflagration dans ma vie. Et si j'ai écrit, on s'était promis d'écrire des livres. Lui est devenu journaliste, il était à Libé, ensuite au Monde. Et il est mort à 35 ans. Et on s'était promis d'écrire des livres. Et finalement, c'est moi qui l'ai fait. Je me demande aujourd'hui si je n'ai pas écrit pour deux, d'une certaine manière. Voilà. Comment est-ce qu'on alterne dans ce qu'il faut bien appeler un journal, je dirais le côté gai, sympathique, heureux, avec un côté beaucoup moins drôle. En fait, comment se fait ce choix et comment les choses s'ordonnancent-elles? Effectivement, c'est une question tout à fait pertinente, ce qui ne m'étonne pas de la part de Vincent, mais c'est vrai. Vous avez que la traduction américaine de mes propos. Hein. Et espagnol ensuite. Oui. Mais en tout cas, c'est une vraie question. C'est ce que j'appelle passer du coq à l'âme. Ça, c'est joli. Passer du coq à l'âme. Effectivement, le coq étant... alors, ce sont les oscillations d'une vie, une existence. La vie, c'est aller par monts et vaux, c'est-à-dire il y a des sommets, il y a des bas, c'est vraiment aller par monts et vaux au sens métaphysique du mot, j'allais dire. Et passer du coq à l'âme, pour moi, c'est passer de choses qui peuvent paraître peut-être un petit peu anecdotiques. Il y a des petites notations comme ça, anecdotiques, mais pour moi, elles correspondaient à un moment précis, à une manière de voir le monde précise, et engendrer bien souvent une réflexion. Voilà. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a certaines choses que j'ai enlevées, mais la plupart des petites choses anecdotiques comme ça, qui débouchaient sur une vraie réflexion, je les ai gardées parce qu'elles avaient, c'est de l'honnêteté tout simplement, elles avaient concouru à un moment donné à créer une émotion, une réflexion sur le monde, un regard, voilà. Et l'âme, donc passer de ce coq-là à l'âme, évidemment, alors là, c'est des moments de plénitude, de joie, mais aussi des moments un peu lourds, où je raconte, par exemple, à certains moments, alors on ne va pas faire que la mort de mes amis, mais à un moment, il y a un de mes amis chers aussi qui est mort quasiment dans mes bras à l'hôpital. Bon, ça a été un moment, il y a quelques pages qui sont très senties, je pense. Et évidemment, là, on est dans un autre registre. Hein. Mais ce qui n'exclut pas, tout au long du livre, et ça je crois que tu l'as bien senti, l'humour permanent, oui. Parce que l'humour est un antidote, l'humour est un antidote extrêmement précieux au chaos, à la bêtise, à la médiocrité, à tout ça, et l'humour, l'ironie notamment. À un moment je peste contre la dérision. Oui. Je n'aime pas la dérision, d'ailleurs je dis la dérision c'est ironie du pauvre. La dérision c'est ce que pratiquent malheureusement tous ces pseudo-comiques. Alors il y en a certains que j'exhume du lot donc des cadavres, il y en a certains auxquels je trouve du talent, voilà, je pourrais en citer. Mais globalement, on est envahi, c'est un pullulement, une pullulation, les deux se disent. Ils sont partout, quoi, voilà. À vomir leur dérision imbécile sur le monde, et parfois avec l'argent public, donc c'est insupportable. Voilà. Et alors que deviennent l'esprit et l'ironie. Voilà, l'ironie, l'esprit, c'est tellement plus élevé, tellement plus grand, que voilà, essayons de, comme je le dis à un moment, porter l'ironie à la boutonnière comme d'autres la Légion d'honneur. Ça aurait plu à Guitry, ce genre de phrase. Est-ce que, je ne sais pas si Marie ou Marguerite ont encore, oui, je suis sûr que oui, ou s'il y a des questions de la salle, peut-être. Oui, on va les laisser. D'accord. On va vous lire toutes les deux un petit passage où justement il s'agit plutôt de voyage. Mais un début, moi, que j'affectionne, puisque tu parles des chiens, et tu as eu un chien que tu aimais beaucoup. Ah oui. Qui ne considère les chiens que comme des animaux serviles
ne connaît pas vraiment les chiens. Qui considère les humains comme des animaux très souvent serviles, connaît assez bien les humains. Hérodote rapporte que les Perses, du temps de leur splendeur, soumettaient à 2 délibérations les décisions qui leur semblaient importantes, propres parfois à engager le destin de leur nation. Une première après boire et une seconde à jeun. Je doute que ce sage précepte soit en vigueur dans nos sphères politiques. L'après-boire du banquet républicain semble plutôt la règle. Côte d'Armor, Saint-Brieuc, Guingamp, Binic, Cinquet, Plélo, Château-Laudrin. Un parfum d'enfance pendant ces quelques jours où je voyage seul avec mon père. Celui de cette terre de brume et de légendes où roupillent nos ancêtres. Petit questionnaire kantien auquel je soumets mon père. Que puis-je savoir? Que je ne sais rien. Que dois-je faire? Tout pour tenter d'être un peu moins con. Que puis-je espérer? Tout. Sinon, ce serait une balle dans la tête. Qu'est-ce que l'homme? Moi, hélas. Réponse de mon père. Peu après, non loin de Plélo, il me montre une ferme où une unité de SS a brûlé vif une demi-douzaine de jeunes hommes dans un four à pain. On dit que la mère de 2 d'entre eux est morte à près de 100 ans, il y a quelques années. Devenue folle, on l'obligea à entendre les cris de ses enfants pendant leur supplice. Elle n'ouvrait plus jamais la bouche et passa les décennies suivantes à leur tricoter des pulls. La religion du voyage est aussi dénuée de sens que celle de la sédentarité. Chaud partisan du voyage, je m'en méfie aussi, tant il n'est trop souvent qu'une simple fuite de soi. Entre l'art de cultiver son carnet d'adresses et celui de cultiver son jardin, le no man's land où ambition et détachement règlent leur compte. Baudelaire. Le plaisir aristocratique de déplaire. Ne point en abuser, mais c'est une telle volupté. Mais aussi ce mot de Proust que nous devrions jamais oublier. Le comble de l'intelligence, c'est la bonté. Ça, c'est en contradiction avec le mot de renard. Totalement. Et donc, Ouais. ce qui prouve bien que je suis renardien jusqu'à un certain point, mais que je ne suis pas dans sa... Il y a une forme d'aigreur chez Renard, de ressentiment à l'endroit du monde. Et je dis d'ailleurs à un moment que le ressentiment est une des nourritures essentielles pour les écrivains. Mais je préfère le dissentiment. Voilà. L'assentiment, il y a trois modes en fait de littérature. Il y a la littérature d'assentiment, c'est celle qui mange pas de pain, c'est de la littérature domestique. Voilà, on pourrait citer beaucoup de noms. Musso, Marc Lévy, beaucoup d'autres. Sans parler de la romance, qui inonde à peu près tout le marché aujourd'hui, qui est ce qu'on appelait par le passé Harlequin, la collection Harlequin, mais qui n'est plus son nom. Voilà. Donc c'est assez navrant, mais donc c'est littérature d'assentiment, ça ne fait pas de mal. C'est le monde revu par Amélie Poulain. En gros, c'est le monde ripolliné avec un ciel bien bleu, voilà, sans aspérité. Après, il y a la littérature de dissentiment qui est beaucoup plus intéressante. Octavio Paz disait écrire, c'est dire non. Je dirais aussi avec Roland Barthes que écrire, c'est d'une certaine manière déstabiliser un petit peu le monde à sa modeste hauteur. C'est y disposer en tout cas une interrogation, celle mémorable et mémorielle du pourquoi. Voilà. Et puis après, il y a la littérature de ressentiment qui est dangereuse parce qu'elle débouche sur des choses parfois pas très belles, mais c'est dans ce registre qu'était Baudelaire, par exemple. Il suffit de lire certaines œuvres de la fin de la vie, comme Fusée, Pauvre Belgique, etc. Il était dans une espèce de colère, de haine absolument à l'endroit du monde. C'est le cas de Céline, c'est le cas de Houellebecq, bien sûr, et quelques autres. Hein, voilà. Alors ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des pages absolument formidables, mais il y en a d'autres voilà, qui sont moins reluisantes. Donc voilà, effectivement, cette tripartition qui m'est chère. Peut-on prendre des questions du public ou Marie, je ne sais pas, non Marguerite, non on prend parce que j'ai vu que vous écoutez avec beaucoup d'intérêt. J'ai une question sur la conception du livre, puisque c'est écrit sur les ans, en fait.
Presque d'un... 15 ans. Là, Oui, mais sur un premier jet, j'ai envie de dire. Mais quand le livre a été constitué, est-ce que tu as relu et remanié Oui. quand même, Alors, ça sans trahir oui, la c'est exactement sève? ça. C'est-à-dire que, en fait, ça n'est pas un premier jet. Loin de moi l'idée de me comparer à Flaubert, pour qui j'ai une admiration infinie, mais quand on lit les brouillons de Flaubert, c'est calamiteux, c'est affreux. Tu en parles Bon, d'ailleurs. Voilà, il mettait des heures à polir une phrase, etc. Donc ça donne un résultat à la fin qui est parfois éblouissant, mais au départ, mais il passe par des stades et des stades. Voilà. Moi, j'ai toujours voulu, dès le premier jet, que tout soit écrit. Hein. Ce qui fait que ça m'a facilité énormément la tâche quand j'ai dû reprendre tout ça. Et que je me suis contenté d'un peignage, ce qu'on appelle un peignage en termes de métier, et je voulais garder la spontanéité justement, et ne pas trahir. Il se trouve qu'il y a des choses peut-être, pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes que je n'écrirais pas tout à fait de la même manière aujourd'hui par exemple. Mais je ne voulais pas, évidemment si ça avait été une énormité, j'aurais changé, mais c'est pas le cas. Simplement, peut-être qu'il y a des choses que j'approche différemment aujourd'hui, mais je voulais garder la spontanéité et de manière honnête, je voulais garder la manière que j'avais eu d'exprimer la chose. En fait, c'était le fond de ma question parce que la manière d'écrire il y a 15 ans, aujourd'hui tu as plus de maturité, un regard sans doute différent, et justement c'est intéressant de voir, Bien sûr. Bien de sûr, laisser cette bien sûr. spontanéité et cette... Absolument. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu trahir, ça aurait été falsifier les choses en quelque sorte que de tout réécrire. Ça n'a pas de sens, puisqu'un journal, par définition, il est chronologique, donc il y a vraiment le temps et la logique. Et c'est vrai que c'est pour ça que je pense que, évidemment, l'idéal c'est quand même de le lire comme un vrai livre, c'est-à-dire du début à la fin, parce qu'il y a une logique chronologique qui fait que j'écris pas mal de choses en fonction de certaines choses qui ont déjà été écrites. Et si on n'a pas lu évidemment le début, on a du mal à... Il y a des phrases chocs, par exemple l'histoire de Staline et de Trotsky, là, oui. terrible. Je te laisse la raconter parce qu'à la mort de Lénine, il va se passer quelque chose qui va avoir beaucoup d'importance par la suite. C'est d'un cynisme épouvantable. C'est-à-dire, c'est la politique, non, la politique politicienne. Hein, voilà. Ah oui. Et donc, en fait, autre formule. En fait, il y a, je n'oublie pas dans ce livre, j'ai beaucoup d'inclination pour la poésie, pour les arts, etc. Donc il y a beaucoup de passages poétiques sur la nature, sur le vent de moi, notre vent de moi chéri, etc. Les voyages. Mais je n'oublie pas que j'ai aussi une formation de politologue et que donc je ne peux pas, dans des périodes un peu folkloriques, on dira ça comme ça pour être gentil, comme celle d'aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un regard quand même et d'essayer de comprendre et de voir à quel point les idiots utiles pullulent et que c'est compliqué. Ça n'est pas plus qu'avant, hein, mais c'est compliqué parce qu'il y a une hyper-médiatisation et donc une hyper-simplification de tout. Et ça, Nelson le premier conscient dans le milieu où il évolue, bien sûr. Et donc, c'est pour ça qu'aller un peu au fond des choses, ça demande évidemment du travail, mais c'est extrêmement important. Et donc, j'essaie d'avoir un regard là-dessus. Et pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, la première décision de Staline à la mort de Lénine, ça a été d'en prévenir Trotsky, qui était évidemment le grand concurrent. Les trois étaient des crapules consommées, des assassins de masse, hein, que les choses soient claires. On ne dédouane pas les premiers par le Staline. On sait très bien que l'entourloupe que ça a été lors du 20e congrès en 1956. Bon, voilà, là je reviens sur les bases de politologie, mais en tout cas, il omet d'en prévenir Trotsky, ce qui fait que Trotsky n'assiste pas aux obsèques de Lénine, et là il est mort, politiquement il est mort. C'est terrible. Et c'est un acte évidemment d'un cynisme total, mais pour être clair, Trotsky était aussi cynique que Staline et Lénine aussi. Donc on ne parvient pas à faire 100 millions de morts en l'espace de 70 ans par son aspiration en étant des angelots. Hein, voilà. Et de l'autre côté, c'est pareil. Moi j'ai une détestation absolue de tout ce qui est évidemment privation de liberté, coercition et dégueulasserie de masse, et de l'autre côté... Tu parles du ghetto de Varsovie également, tu parles des... Ouais. Et de l'alliance objective qu'il y avait eu entre les nazis et l'armée rouge, qui a laissé faire, ça c'était terrifiant. Alors c'était pendant l'insurrection de Varsovie, où l'armée rouge jouait de l'accordéon, buvait de la vodka juste derrière la Vistule. Les Polonais se disaient, mais ils sont des alliés, ils vont venir nous sauver. Mais non,
Non, non. L'Armée rouge avait ordre de laisser faire. Hein, et les nazis leur ont mâché le travail et ensuite ils n'ont plus qu'à mettre la main sur le pays. Voilà. Donc voilà, ce genre de cynisme, moi, très jeune, c'est peut-être pour ça que j'ai voulu faire de sciences politiques d'ailleurs à un moment, parce que ça m'a fait voir les choses de manière très crue, et je crois qu'à un moment il faut voir les choses crues pour pouvoir bâtir, essayer d'aller vers quelque chose qui ne soit pas la constriction, c'est-à-dire du repli et de la haine, mais plutôt de la construction. Peut-être un petit encore... tiens, si tu veux lire l'anecdote. Une autre petite anecdote, ce que j'aime bien dans ton livre, c'est que du coup, on passe effectivement d'anecdotes politiques, tu parles de l'histoire, il y a énormément, on en prend plein la vue au niveau culturel aussi. Mais il y a des petites, des petites inspirations comme ça. Où là, il y a une anecdote que j'ai trouvée vraiment ravissante dans le métro. Ouais. Métro. Scène magnifique. Un grand-père et son petit-fils, angelot blond d'une dizaine d'années, portrait craché du Petit Prince de Saint-Exupéry. Le grand-père explique doctement, aux merveilles de la culture, les prodromes de la guerre de Troie. Et alors Aphrodite, qui était la déesse du... il cherche le bon mot... sexe. Intervention courroucée du gamin. La déesse de l'amour enfin, papy. Et ça c'est vrai, j'ai toujours de quoi noter un carnet sur moi, et donc c'est fabuleux. C'est à la fois une anecdote, mais ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup. De toute façon, faites attention à ce que vous dites ce soir, parce que ça risque d'être noté pour le prochain tour. Et vous n'êtes pas en présence de vos avocats. Ah, il y a une question. À moi. Oui. Marguerite. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous avez écrit tous les jours ou c'était plutôt... Alors là c'était... là par exemple c'est 2002-2015, donc disons les 13 ans à peu près. Là maintenant j'ai 10 ans et en 10 ans j'ai de quoi faire 3 volumes. Depuis 2015, donc 2025, 3 volumes. Donc j'ai beaucoup accéléré. Et aujourd'hui, je suis plutôt dans ce que Victor Hugo appelait le nulla dies sine linea, c'est-à-dire pas un jour sans une ligne. Voilà. Alors que... Tout le monde l'avait compris. Bien sûr. Latiniste patenté. Mais c'est vrai que là, pendant les 15 premières années, j'ai beaucoup écrit chaque jour, mais il pouvait m'arriver d'être un peu plus dilettante. Voilà. C'est surtout que j'étais peut-être pris moins organisé, alors qu'aujourd'hui j'écris vraiment tous les jours. Ça peut être 3 pages, ça peut être un petit mot, une ligne. À un moment, je crois que un des plus courts moments où je note, c'est tout au début. Définition de l'ambition pour moi, et je mets l'ambitieux, virgule, se fonde servile. Voilà. Oui. Avant de démarrer l'écriture de ce livre, est-ce que tu avais déjà relu ces années-là ou tu les as redécouverts au moment de l'écriture? Les deux. En fait, il m'arrivait de temps en temps de piocher pour aller voir, justement, et puis éliminer de petites choses. Et puis, mais c'est vraiment au moment où j'ai dû procéder au peignage, effectivement, que j'ai vraiment relu et que j'ai vu à quel point il y a des passages qui m'ont profondément ému, parce que ça m'a remis dans des situations graves, douloureuses, et puis à d'autres moments des situations de joie intense, évidemment. Hein. Mais c'est vrai que j'ai revécu, grâce à ça, malgré tout, grâce à ça, j'ai revécu des moments extrêmement douloureux. Et puis ça fait revivre, il y a un aspect qui est très important pour moi aussi, c'est un livre de gratitude, un exercice de gratitude. C'est vrai qu'on n'est rien sans les autres, et dedans il y a des gens qui ont beaucoup compté sur moi. D'ailleurs, je dédie le livre à 2 grands écrivains, qui étaient Marcel Moreau et Jean-Claude Pirotte, et qui ont été à la fois mes maîtres et mes amis. Et ça a été très important pour moi. C'est très important d'avoir des maîtres, d'avoir des gens qui nous aident à mûrir, à grandir, qui nous élèvent. Il y a cette phrase magnifique de Lévinas, le grand philosophe Lévinas, voilà, et qui parle de Lévinas et qui parle de Maurice Blanchot, qui était son ami absolu. Et il dit de Blanchot, que voulez-vous que je vous dise, si ce n'est qu'il m'a élevé. Oui, il m'a élevé, au sens de l'élévation. Et ça, c'est la plus belle chose qu'on puisse dire sur un être. Et donc, il y a vraiment un exercice de gratitude. Et pour vous expliquer juste donc il y a des gens, parmi ses amis, il y a des gens connus, comme mon ami, mon frère, qui était Alain Gessua, le grand cinéaste Alain Gessua,
qui a été primé à Cannes, à Venise, qui a fait tourner tous les plus grands, comment c'est, Delon, Depardieu, il faut pas parler du temps voilà, où c'était un acteur. Et donc, il y a Patrick Devers, son dernier rôle, etc. Enfin, Michel Serrault, beaucoup d'autres. Et donc, grand monsieur qui m'est arrivé là, 1m65, mais donc c'était vraiment mon frère. On était le même jour, exactement, de janvier, à 29 ans d'écart. Et Alain, ça a été, est mort maintenant en 2017, et je lui rends plusieurs fois hommage dans le livre, parce qu'on avait une espèce d'amitié gémellaire, absolument incroyable, et tous nos proches étaient saisis, parce qu'il y avait des choses extraordinaires. On s'offrait les mêmes cadeaux sans se consulter, on pensait la même chose au même moment. C'était incroyable. On a failli faire un film ensemble, et qui finalement ne s'est pas fait. Alain est mort, et voilà, c'était... C'était Alain Delon. Alain Gessuat, qui a fait tourner Alain Delon 2 fois. Ah oui. Absolument. Et voilà, donc il y a des amis, et puis il y a des amis voilà, qui n'avaient pas les métiers publics forcément, et qui ont énormément compté pour moi, et qui apparaissent dans le livre, évidemment. Donc, livre de gratitude, voilà. Et simple exemple, ce prof de philo, qui a été mon prof de philo, moi j'avais 17 ans, lui devait en avoir à peu près 40. Et là, je suis allé présenter le livre à La Rochelle, dans une belle librairie, comme je le fais depuis 20 ans d'ailleurs. Et là, au premier rang, il y avait ce prof de philo, Henri Compin, qui est un ami depuis que j'ai 17 ans, vous vous rendez compte. Et le voir là au premier rang, aujourd'hui il a 88 ans, quelque chose comme ça, c'était super émouvant. Vous aviez gardé le contact, je veux dire. On était amis. Très bien. C'est extraordinaire pour moi. Et ce monsieur, je le cite dans le livre, qui m'a ouvert des horizons. Ça, c'est Camus et Monsieur Germain, ça. Exactement, voilà. Non, mais ça... Oui, c'est la même, effectivement, le même rapport du maître, sensei, comme on dit au Japon, hein, le maître qui a pour devoir moral de transmettre, et qui est l'objet d'une véritable vénération. Et c'est vrai que moi, je suis toujours très ému de le voir comme ça au premier rang à chacune de mes interventions. C'est merveilleux. Voilà. Dans la musique classique, on dit parfois mettez un thermomètre. Mais là, non, le mot de maître prend bien toute sa signification. Est-ce qu'on écoute petite lecture encore? Oui. Puis après, Bon, ça sera la dernière lecture, et après, on passera à la signature si vous le voulez bien. Ok. Enfin, même si vous ne le voulez pas. c'est pas plus pour vous. Mais tu me casses la baraque. Attends, si c'est le dernier, il faut bien Oui, choisir. Hein. Alors, grosse pression là. Non, personne. tout le livre est très riche. Donc, La liberté vraie, ce n'est pas faire ce que l'on veut, céder à ses pulsions. Cela, n'importe quel crétin ou macaque, pardon à eux, hein, j'ai le plus grand respect pour les macaques, surtout crabiers, peut le faire, mais tout en sachant qu'on jouit de cette liberté absolue, museler sa part animale, préférer la station debout. En ces temps de crise aiguë du contrat social, voir les récentes émeutes en Grande-Bretagne ou l'incivilité criminelle qui aboutit à 20 milliards de fraudes estimées sur les aides sociales en France, parmi 1000 autres exemples, il est de plus en plus crucial de le rappeler. L'ennemi de la parole, ce n'est pas le silence, mais le bruit, le bavardage, le vacarme, l'insignifiance vibratoire. Alors, il y a un petit passage qu'on va alterner avec Marguerite, mais où tu balances, et c'est vraiment toi, c'est-à-dire ton petit caractère bien trempé. Comment ça, petit? Ton grand caractère. Voilà, donc on va vous lire des petits extraits où Patrick il va vraiment, voilà. Si c'est écrit. Attends, il faut que ça démarre. fermez les rideaux. Touriste. C'est parti. Ça commence par les touristes qui en prennent pas là. Ah oui, oula, attendez-vous. Oui. Attention. Touristes. Il y a les ambulants qui, allant d'un point signalé à un autre, gravissent tous les chemins pentus, se jouent de toutes les difficultés, font les visites, châteaux, abbayes, à fond, jusqu'à en inspecter les latrines et l'état des voussures, bref, faisant tout pour rentabiliser le prix du ticket d'entrée. Il y a les stagnants qui, allant d'un site à un autre, avisent le premier banc, le premier parapet, la première terrasse,
la première terrasse de café à la sortie du parking et y coule 1 heure de somnolence végétale pour pouvoir dire d'un air contrit « on l'a fait ». Mais il y a aussi les dormants qui, pendant 3 ou 4 semaines, ne sortiront pas du camping. Le choix est vaste, la comédie prospère. Tous ces naïfs ou ces cyniques fascinés par le pouvoir, ses ors, ses illusions et ses désillusions, ils m'amusent au fond. Je n'ai aucun mérite, je ne crois pas au pouvoir, je n'y ai jamais vraiment cru et l'étude patiente de la science politique n'a fait que me conforter dans ce sentiment. Imprégné de l'ecclésiaste Pascal, Tolstoï ou des tirades désenchantées des fous shakespeariens, pourfendeurs de l'illusion des princes, je sais trop que le vrai pouvoir est plus dans les mains de Diogène, de Sinope, que dans celles d'Alexandre. Ôte-toi de mon soleil. L'imposture du progrès. Quel progrès! Je ne parle évidemment pas des progrès techniques indéniables et parfois fabuleux, notamment dans le domaine de la médecine, qui apportent leur lot, tout aussi indéniable, de mots. Mais du vrai progrès, le progrès intellectuel et moral de l'espèce, dont tout, il suffit d'ouvrir les yeux, montre qu'il est un leurre absolu. Il n'est pas besoin de gratter beaucoup chez Homo pseudo-sapiens pour trouver le barbare. Voilà. Malheureusement. Par rapport au titre, est-ce que vous l'avez eu tout de suite, ce titre, ou alors vous avez hésité avec d'autres? Alors, ce titre, je l'ai depuis très longtemps, c'est un oxymore, comme vous l'avez vu, c'est un livre, on m'en parle beaucoup de ce titre, c'est un titre que je trouve absolument magnifique, et c'est un hommage à Jules Renard, parce que je lui emprunte, je ne suis pas un voleur, donc il est inscrit au début, voilà, il avait pour lui l'éternité montre en main, c'est un extrait de son journal, donc c'est à la fois un très beau titre, je trouve, et puis un hommage à Jules Renard, il s'agit tenait parce que c'est un maître absolu du journal, et puis c'est aussi une référence à, plus que jamais, voilà, à la fragilité des choses et de la vie, tout simplement. Mais, voilà. Alors, ce que je propose, c'est que Patrick entame peut-être sa séance de dédicace. En tout cas, merci pour vos questions, pour votre attention. C'était super. Merci Marie et Marguerite. C'était super idée. Merci. Alors Marie et Marguerite, on les retrouve dans Victor. Alors dans Juliette. Victor Hugo, mon seul amour. Déjà sans représentation. Il y a plein qui l'ont vu. Voilà. Presque sans date. Que ceux qui ne l'ont pas vu s'en aillent. Donc ceux qui ne l'ont pas vu viennent la prochaine fois. Et donc plus de 100 représentations, on a calculé qu'il y a plus de 10 000 spectateurs qui l'ont vu, plus de 11 000 je crois. Donc voilà, c'est formidable. Et puis un très grand merci à L2, ça me touche vraiment beaucoup. C'est une bénédiction pour un auteur dramatique. On peut la retrouver aussi sur, dans la pièce. Oui, en ce moment, et Dieu créa le sport au grand point virgule avec la voix de Nelson. Moi j'y suis pour rien, mais c'est un très joli moment, un très joli spectacle qui réconciliera Patrick avec certaines affres des sportifs d'aujourd'hui. Donc voilà, on peut vraiment applaudir Patrick et les deux comédiens. Je remercie grandement, vraiment très chaleureusement Nelson qui m'a fait un immense plaisir et l'amitié surtout de venir ce soir. Bravo. Ce que je vous propose, c'est que voilà, on va se lever, on va replier les chaises. Tu peux le changer en 2 minutes.